Je m'appelle, peu importe en réalité. Ce nom que je portais n'a plus de valeur, car il a été effacé par 5 années passées dans l'ombre du cartel Jalisco Nueva Génération. 5 années durant lesquelles j'ai obéi, tué, transporté, surveillé. 5 années qui ont fait de moi un homme brisé, hanté par des secrets que je n'ai jamais osé prononcer. Aujourd'hui, je brise ce silence, non pas pour me sauver, car il est trop tard, mais pour que la vérité, au moins une fois, soit entendue. Tout a commencé en 2018 à Tlajomulco, une ville qui semblait ordinaire, mais où chaque maison abandonnée pouvait cacher un arsenal, chaque entrepôt se transformer en centre de torture. Ce soir-là, on m'avait convoqué dans une finca immense protégée par des hommes armés. Je croyais me rendre à une mission comme tant d'autres, une exécution, une riposte, un territoire à sécuriser. Mais ce que j'allais découvrir dépassait tout ce que j'avais connu jusque-là. Lorsque j'ai franchi la grille, j'ai croisé les regards d'autres commandants, tous confus, tendus comme moi. Et puis je l'ai vu, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, l'homme dont la simple mention faisait trembler le pays. Mais ce soir-là, il n'était pas le roi de guerre impitoyable que je connaissais. Il attendait nerveux comme un élève convoqué par un maître. J'ai compris alors que quelque chose n'allait pas. On nous a conduits dans une maison coloniale au luxe discret, bois poli, tapis, orientaux, toiles d'art coûteuses, dont je ne comprenais rien. Au fond d'un couloir, une porte, derrière un bureau. Et dans ce bureau, assis calmement derrière un tas de documents, un homme d'une 60aine d'années, mince, élégant, sans ostentation, cheveux gris parfaitement coiffés. Il n'avait pas besoin d'armes ni de garde rapprochés. Ses yeux suffisaient, froid calculateur glacial. Cet homme n'avait pas l'air d'un criminel, mais de quelqu'un qui gérait une multinationale invisible. Il leva à peine la tête. « Bonsoir, asseyez-vous. » Et le Mencho s'assit comme un enfant réprimandé. À cet instant, je compris celui qui nous parlait n'était pas un conseiller, ni un associé. C'était le vrai patron. Pendant 2 heures, il redessina l'organisation comme s'il manipulait des pions, nouvelles routes, nouvelles alliances, comptes bancaires à l'étranger, noms de fonctionnaires que nous ne savions même pas acheter. Il connaissait tout jusqu'aux conversations privées et aux détails intimes de nos familles. Ce soir-là, j'ai entendu une phrase que je n'ai jamais oubliée. La violence est un outil. Un marteau peut clouer ou détruire. Tout dépend de la main qui le tient. Guillaume. Et cette main, je la voyais devant moi. L'homme que nous appelions dès lors l'architecte. Celui dont le nom véritable ne devait jamais franchir nos lèvres. Celui qui dans le silence dirigeait tout un empire. Je confesse aujourd'hui que j'ai servi ce fantôme, que j'ai obéi à ses ordres, aveugle docile, et que malgré toutes les horreurs auxquelles j'ai participé, ce n'est pas la peur de la mort qui m'a glacé ce soir-là, mais la peur de comprendre que le cartel n'était qu'une façade et que le véritable pouvoir restait invisible. Je suis né dans un endroit où l'avenir avait déjà un goût amer. Ce n'était pas un village de contes de fées, mais un quartier oublié poussiéreux au Michoacán. Les rues étaient faites de terre battue, les murs rongés par l'humidité, et l'odeur persistante de la misère collait à nos vêtements comme une seconde peau. Ma famille n'avait rien d'exceptionnel, une mère courageuse qui travaillait jour et nuit pour nous nourrir, une sœur cadette qui rêvait d'une vie meilleure, et un père absent, parti trop tôt avalé par les routes ou par ses propres démons. Je n'ai jamais su vraiment. Son silence est devenu le premier trou dans ma mémoire, un vide que j'ai longtemps cherché à combler. Enfant, j'apprenais très vite que la justice n'existait pas pour les pauvres. À l'école, les fils de commerçants avaient des chaussures neuves et des cartables remplis de cahiers propres. Moi, je portais les mêmes sandales usées jusqu'à la corde, et mes carnets se remplissaient autant de tâches que de mots. Les professeurs détournaient le regard comme s'ils savaient déjà que je n'étais pas destiné à sortir de ce cercle de poussière. On nous apprenait à lire, mais pas à rêver. Je me souviens d'une scène marquante.
J'avais à peine 10 ans quand j'ai vu un voisin se faire tabasser en pleine rue par des hommes armés. Personne n'a bougé, pas même la police qui stationnait à quelques mètres. J'ai compris alors que la loi n'était qu'un masque et que le véritable pouvoir appartenait à ceux qui pouvaient l'acheter ou la piétiner. Cette vision s'est incrustée en moi comme une cicatrice invisible. À la maison, ma mère tentait de maintenir une apparence de normalité. Elle préparait des tortillas, chantonnait parfois pour cacher la fatigue, mais ses yeux racontaient une autre histoire. Celle d'une femme qui se battait contre un monde plus grand qu'elle. Je la voyais vendre des fruits au marché mendier, parfois à un crédit qu'elle ne pouvait pas rembourser. Et moi, impuissant, je ressentais une honte qui brûlait mes entrailles, honte de ne pas pouvoir aider, honte de dépendre de sa force fragile. La nuit, je rêvais d'argent, de puissance, de respect. Non pas pour le luxe, mais pour ne plus sentir cette humiliation de tendre la main. Je me jurais que jamais plus on ne me regarderait comme un moins que rien. Mais ce genre de serment dans un endroit comme le nôtre mène rarement à des chemins honnêtes. Je me rappelle aussi des fêtes patronales, ces rares moments où la musique mariachi recouvrait les coups de feu. Les hommes en chemises neuves aux chaînes d'or brillantes arrivaient en camionnettes rutilantes. Tout le monde les respectait, certains les craignaient, d'autres les enviaient. Ils distribuaient des billets aux enfants, payaient les boissons, faisaient semblant d'être des bienfaiteurs. Moi, je les regardais avec fascination. Dans leurs yeux, il n'y avait ni peur ni soumission. Ils contrôlaient à la rue le regard des femmes, l'attention des hommes. À 10 ans, j'ai su que ce monde existait, qu'il offrait une échappatoire aux humiliations quotidiennes. Mon adolescence ne fit que renforcer cette idée. Tandis que ma sœur continuait ses études avec obstination, rêvant de devenir institutrice, je traînais de plus en plus dans les rues. Les petites combines commençaient à livrer un paquet, garder une moto, fermer les yeux sur un sac laissé dans une remise. Ce n'était pas encore un crime, mais c'était déjà une compromission. Je me persuadais que c'était temporaire, que je le faisais pour aider ma mère. Mais au fond, je savais que je goûtais aux premiers frissons du pouvoir. Il y eut aussi la douleur, celle qui forge sans prévenir. J'avais 15 ans quand un oncle, l'un des rares à me traiter avec affection, fut retrouvé mort au bord d'une rivière. Officiellement une noyade. Officieusement, tout le monde savait qu'il avait refusé de payer une taxe de protection. Ce jour-là, j'ai senti une haine noire grandir en moi. Une haine qui cherchait une cible à un exutoire. Ce mélange de misère, d'humiliation et de colère a façonné le garçon que j'étais. Un garçon qui ne croyait plus à la justice, qui voyait dans l'école une perte de temps et qui comprenait que le respect ne se gagnait pas avec des diplômes, mais avec la peur que l'on inspire. Je n'étais pas encore un sicario, mais j'avais déjà le cœur en armure. L'ombre du cartel planait au-dessus de nous, et je savais qu'un jour, elle m'engloutirait. Je devais avoir 16 ou 17 ans lorsque le destin a cessé de me laisser le choix. J'étais déjà habitué à traîner dans les rues, à sentir le poids du vide dans ma poche et la honte dans mes yeux. Un après-midi, un type que tout le quartier respectait m'a interpellé. On l'appelait El Güero, un surnom ironique, car sa peau était brûlée par le soleil et ses mains couvertes de cicatrices. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il le faisait, on l'écoutait. Ce jour-là, il m'a confié une tâche simple, livrer un sac à dos d'un point A à un point B. Rien de dangereux, disait-il. Une course, un service rendu, quelques billets en échange. Je n'ai pas réfléchi. C'était plus d'argent que ce que ma mère gagnait en 2 jours de marché. J'ai senti une chaleur nouvelle monter en moi. Je pouvais enfin rapporter quelque chose à la maison sans avoir à baisser les yeux. Mais ce qui devait être un coup isolé devint rapidement une habitude. Chaque semaine, de nouvelles courses, des paquets mystérieux, des motos à surveiller, des messages à transmettre. Je ne savais pas encore que j'étais en train de franchir une frontière invisible. Pour moi, c'était juste du travail facile. Mais dans les regards des voisins, je voyais déjà la distance se creuser. Certains détournaient les yeux, d'autres me saluaient avec un respect étrange, presque craintif.
J'aimais ce sentiment. Trop. Un soir, El Guero m'a emmené plus loin dans une maison dont les fenêtres étaient barricadées. À l'intérieur, l'air sentait l'essence et la poudre. Des hommes nettoyaient des armes, d'autres empilaient des boîtes métalliques. Je me souviens de la première fois où j'ai vu une caisse s'ouvrir devant moi. À l'intérieur, pas des fruits, mais des sachets de poudre blanche soigneusement emballés. La drogue que je croyais lointaine, abstraite, se matérialisait sous mes yeux. C'était ça la véritable économie de notre quartier, bien plus que les marchés ou les ateliers. El Guero m'a observé en silence. Je crois qu'il voulait voir si j'allais reculer, si j'allais fuir. Mais je suis resté. Mon cœur battait la chamade, mes mains tremblaient, pourtant mes pieds restaient plantés au sol. Je n'ai pas dit un mot. C'est ce silence-là qui a signé mon entrée. Il a souri et m'a tapoté l'épaule. « Tienne Valor », m'a-t-il murmuré. « Tu as du courage. » À partir de ce moment, je n'étais plus seulement un gamin errant. J'étais un messager de confiance. On me donnait des informations sensibles à transmettre, parfois même en présence de commandants. J'écoutais sans comprendre totalement, mais je sentais déjà que ces conversations décidaient du sort de quartiers entiers. Le mot cartel, que je n'osais même pas prononcer auparavant, devenait une réalité concrète. Je découvrais aussi la logique implacable du système. La loyauté s'achetait, la peur se distribuait, et la mort n'était jamais loin. Une fois, on m'a chargé d'accompagner un camion jusqu'à la sortie de la ville. Rien de spécial, juste surveiller que personne ne s'approche. Mais quand nous sommes arrivés à destination, j'ai vu un homme à genoux, les mains liées, une bâche de plastique à côté de lui. J'ai compris, sans qu'on me l'explique, que le camion transportait plus que de la marchandise, il transportait aussi une sentence. J'ai détourné le regard, mais les cris me poursuivaient déjà. Ce fut mon premier vrai tournant. J'avais la preuve que ce monde n'était pas un jeu. Pourtant, au lieu de reculer, j'ai continué. Pourquoi? Parce qu'il était déjà trop tard. Parce que les billets s'empilaient sous mon matelas. Parce que pour la première fois de ma vie, des hommes adultes me serraient la main avec respect. Je n'étais plus l'enfant pauvre aux sandales trouées. J'étais un pion, certes, mais un pion utile. Cette utilité devint une drogue plus forte que tout ce que nous transportions. Chaque mission me rapprochait un peu plus du cercle intérieur. Chaque silence gardé me valait une confiance nouvelle. Je savais que je marchais vers quelque chose d'inévitable. Et au fond de moi, malgré la peur, il y avait une part de fierté tordue. Je faisais enfin partie de quelque chose. Il n'y eut jamais de cérémonie officielle, pas de serment prononcé à voix haute, ni de tatouage gravé dans la chair. Le rite d'initiation du cartel était plus sournois, une succession d'épreuves qui testaient votre silence, votre endurance et votre obéissance. Pour moi, ce passage se produisit une nuit d'hiver dans une maison de campagne isolée au milieu des champs de canne à sucre. El Guero m'avait prévenu. « Ce soir, tu ne seras plus un simple messager. Tu vas entrer pour de vrai. » Son ton n'admettait pas de discussion. Dans la camionnette, le silence pesait. L'air sentait l'huile de moteur et la sueur. Mes mains tremblaient, malgré moi serrées sur mon pantalon. Je savais que quelque chose allait basculer. Lorsque nous sommes arrivés, la cour était éclairée par 2 projecteurs aveuglants. Une dizaine d'hommes armés montaient de la garde. À l'intérieur, une pièce nue, avec seulement une table et 2 chaises. Sur la table, un pistolet et une enveloppe brune. On m'a fait asseoir. Un commandant, visage buriné, cicatrice sur la joue, a posé la main sur l'enveloppe. « Ici, il y a des photos, des informations. Ce type a trahi. C'est lui ou toi. » Je n'ai pas ouvert l'enveloppe. Je n'ai pas eu besoin. Dans leur regard, je compris qu'il ne s'agissait pas d'un exercice. Le message était clair: si je voulais rester en vie et faire partie du cercle, je devais obéir sans poser de questions. Le pistolet pesait lourd dans ma main. Mon cœur cognait si fort que j'avais l'impression qu'il pouvait l'entendre. Je n'entrerai pas dans les détails. Ce que je peux dire, c'est que ce soir-là, j'ai franchi une frontière invisible.
Après l'acte, mes jambes ne me portaient plus. On m'a laissé seul quelques minutes, puis un homme m'a tendu un verre de tequila. « Respire », a-t-il dit. Sa voix n'avait rien de compatissant. C'était une constatation comme s'il annonçait que je venais de naître à une nouvelle vie. La rumeur se répandit vite. Dès le lendemain, les regards changèrent. Je n'étais plus l'adolescent des courses faciles. J'étais désormais un soldat. Certains me félicitaient d'une tape dans le dos, d'autres m'observaient avec une méfiance nouvelle. Mais tous savaient que j'avais franchi le seuil. Les jours suivants furent une suite de petites missions conçues pour m'endurcir davantage, surveiller un entrepôt, transporter des caisses d'armes, accompagner des hommes plus expérimentés lors de visites à des commerçants récalcitrants. On testait ma fiabilité, ma capacité à garder mon calme, mon silence. Chaque fois que je réussissais un nouveau fil invisible, m'attachait plus solidement à l'organisation. Je découvrais aussi la loi du silence. Dans ce monde, parler trop, c'était signer son arrêt de mort. Je m'entraînais à garder mes émotions derrière un masque neutre. Même quand la peur me dévorait de l'intérieur, je ne laissais rien paraître. C'était le prix à payer pour survivre. Le moment où j'ai vraiment compris que je faisais désormais partie du cartel eut lieu lors d'un repas. Une longue table en bois, des assiettes pleines de viande, des bouteilles de bière et de mescal circulant de main en main. L'ambiance était bruyante, mais derrière les rires, il y avait une tension permanente. Un des commandants leva son verre vers moi, à notre nouveau frère. Tous trinquèrent. J'ai bu d'un trait, sentant l'alcool brûler ma gorge. Ce toast scellait mon appartenance bien plus sûrement que n'importe quel document ou serment. Ce soir-là, en rentrant, je me suis regardé dans un miroir ébréché. Mon reflet semblait étranger. J'avais le même visage, mais mes yeux n'étaient plus les mêmes. J'y voyais une dureté que je n'avais jamais connue. Et au fond, une fissure. Car je savais que je ne pourrais plus revenir en arrière. Le rite d'initiation ne fut pas un simple test. Ce fut une condamnation. Une fois que vous avez prouvé votre loyauté dans le sang, le cartel vous tient pour toujours. Vous devenez à la fois complice et prisonnier. Moi, j'étais désormais enchaîné, et chaque mission future allait resserrer davantage ce lien de fer. Les premiers jours après mon rite d'initiation, je vivais comme dans une transe. J'avais l'impression d'avoir franchi un seuil irréversible, et chaque matin je me réveillais avec le poids du silence et le goût métallique du sang encore sur ma langue. Mais le cartel ne laissait pas le temps de réfléchir. Très vite, on me lança dans mes premières missions comme pour cimenter cette nouvelle identité. La première fut un transport d'armes. On m'a remis les clés d'une camionnette banale, peinture écaillée, siège déchiré. À l'intérieur, sous une bâche, des caisses de métal qui résonnaient sourdement à chaque chaos. Je savais ce qu'elles contenaient: fusils d'assaut, munitions, grenades. Des outils de guerre qui allaient changer le destin de dizaines d'hommes, peut-être de centaines. Mon rôle était simple: conduire d'un point à un autre sans poser de questions. Mais mes mains tremblaient sur le volant, mes yeux fixaient le rétroviseur à chaque instant. Chaque sirène, au loin, me gelait le sang. Pourtant, j'ai accompli la mission sans encombre. Et ce soir-là, on m'a félicité comme si j'avais remporté une bataille. La deuxième mission fut plus brutale. Un homme nous avait trahis, livrant des informations à un clan rival. On m'a ordonné de l'accompagner dans une maison abandonnée. Là, il était attaché à une chaise, le visage tuméfié, le regard suppliant. On m'a mis une arme dans les mains. Cette fois, il n'y avait pas d'échappatoire. Je n'étais plus l'adolescent qui hésitait. J'ai appuyé sur la gâchette. Le bruit a résonné comme une cloche funèbre dans ma tête. Pendant des jours, je n'ai pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, son visage apparaissait, ses lèvres tremblantes, le sang qui s'élargissait sur sa chemise. Mais je ne pouvais rien dire. Dans ce monde, le silence était la seule monnaie qui comptait. Peu après, je fus chargé de surveiller un convoi de drogue. 3 véhicules, chacun rempli de cargaisons soigneusement emballées. Ma tâche restait en arrière, vérifier que personne ne nous suivait. Ce fut mon baptême du feu sur les routes.
Les kilomètres défilaient dans un silence lourd, entrecoupé de radios crachotantes. Je me sentais à la fois insignifiant et essentiel. Si quelque chose se passait, c'était moi qui devais donner l'alerte. Cette responsabilité m'écrasait, mais elle me grisait aussi. J'étais devenu un rouage, certes, mais un rouage indispensable. Ces premières missions laissèrent en moi des cicatrices invisibles. Je sentais la peur m'accompagner comme une ombre constante, mais je découvrais aussi une étrange accoutumance. Après chaque mission réussie, l'adrénaline se transformait en une euphorie glaciale. Je me surprenais à marcher plus droit, à regarder les gens dans les yeux sans baisser la tête. Les voisins me saluaient avec respect, parfois avec crainte. Cette crainte me donnait une puissance que je n'avais jamais connue. Mais derrière cette façade de force, je savais que je m'endurcissais trop vite. Chaque nuit, les images revenaient à la camionnette pleine d'armes, le visage du traître, la route interminable sous la menace invisible. Je buvais pour calmer mes nerfs, je riais trop fort au repas pour cacher mes tremblements. À 18 ans à peine, j'avais déjà vendu mon âme. Un soir, après une mission particulièrement tendue, l'un des commandants m'a regardé longuement. « Tu as les nerfs solides », m'a-t-il dit. « Tu n'es plus un gamin. » Cette phrase prononcée d'un ton neutre résonna comme un sceau. Je n'étais plus un simple exécutant. J'avais gagné ma place parmi eux. Mais ce gain était aussi une perte, car à cet instant je savais que mon ancienne vie, ma mère au marché, ma sœur avec ses cahiers, était derrière moi. J'étais devenu quelqu'un d'autre. Et cette nouvelle identité allait bientôt m'ouvrir des portes que je n'aurais jamais imaginées. Des portes qui menaient plus profondément dans les entrailles de l'organisation. Des portes derrière lesquelles se cachait l'architecte, celui dont je ne soupçonnais pas encore l'existence. Chaque mission accomplie renforçait ma position. Très vite, je n'étais plus le gamin qu'on utilisait pour les basses besognes. J'étais devenu un soldat de confiance. On me convoquait désormais aux réunions où se décidaient les opérations importantes. Je me souviens encore de la première fois où j'ai franchi la porte d'une salle remplie de commandants de chefs de cellules d'hommes dont les décisions pouvaient faire basculer des régions entières dans le chaos. Je n'étais pas là pour parler, seulement pour écouter et apprendre. Mais le simple fait d'être présent signifiait que j'avais franchi un seuil invisible. L'argent commença à affluer. De simples enveloppes laissées sur mon lit se transformèrent en liasses entières, puis en sacs que je n'osais plus compter. Je troquais mes vêtements élimés contre des chemises neuves, mes sandales contre des bottes en cuir, ma vieille moto contre une camionnette rutilante. À l'extérieur, j'incarnais la réussite. Dans les bars, les serveurs se précipitaient pour me servir. Dans les rues, les regards se baissaient ou se levaient avec admiration. Je goûtais à une puissance enivrante, celle de ne plus avoir honte de marcher droit, de sentir que le monde devait composer avec moi. Mais ce pouvoir avait un prix. Plus je montais, plus je voyais de près la mécanique du cartel. Ce n'était plus seulement des convois ou des exécutions isolées. C'étaient des cargaisons entières vers les États-Unis, des deals avec des politiciens, des flux financiers d'une ampleur vertigineuse. À chaque réunion, les chiffres se transformaient en une mer de zéros qui me donnait le vertige. On ne parlait plus de survie, mais d'empire. C'est à ce moment-là que j'ai entendu parler pour la première fois de réunions spéciales. Des rendez-vous où El Mencho lui-même semblait inquiet, presque docile. J'étais affecté à la sécurité de ces rencontres. J'attendais dans le couloir, fusil en main, pendant que derrière la porte se prenaient des décisions qui dépassaient tout ce que j'aurais pu imaginer. Quand la réunion se terminait, je voyais Mencho sortir les épaules lourdes comme un employé sortant du bureau de son supérieur. Cela me troublait. Qui pouvait intimider un homme comme lui? Peu à peu, j'eus le privilège d'apercevoir celui qu'on surnommait l'architecte. Il ne ressemblait en rien aux autres chefs. Pas de chaînes en or, pas de rire tonitruant, pas de démonstration de force. Au contraire, il incarnait une sobriété glaciale. Ses yeux semblaient disséquer tout ce qu'il regardait. À côté de lui-même, les commandants les plus brutaux paraissaient des enfants. J'ai compris que le cartel n'était pas gouverné par la peur seule,
mais par une intelligence invisible, patiente et implacable. Mon ascension me rapprocha aussi du luxe, ce luxe qui m'avait tant fait rêver enfant. Villas au bord de la mer faite, où l'alcool coulait à flots, tables couvertes de billets et de poudre. Je participais à ce théâtre avec l'impression d'être enfin arrivé. Pourtant, derrière chaque éclat de rire, je sentais la tension un mot de travers, et tout pouvait s'effondrer. La richesse n'était qu'une façade fragile, entretenue par la peur et la loyauté forcée. Un soir, alors que nous buvions dans une hacienda des environs de Guadalajara, un commandant me dit à voix basse « Profite, mais n'oublie jamais ici, la richesse n'est qu'un prêt. Le jour où tu perds ta valeur, on te reprend tout. » Ces mots me glacèrent. Je compris que ce pouvoir, aussi enivrant soit-il, n'était pas le mien. J'étais un acteur temporaire dans une pièce écrite par d'autres. Pourtant, je continuais à grimper. Chaque mission réussie m'ouvrait davantage les portes de ce cercle restreint. Chaque silence gardé me rendait plus digne de confiance. J'étais devenu le bras droit de certains commandants, puis l'un des hommes de sécurité rapprochés lors des réunions les plus secrètes. J'avais atteint une position que je n'aurais jamais imaginée. Mais plus je m'élevais, plus je sentais que l'air se raréfiait. Et derrière ce vertige, une vérité commençait à se dessiner, le pouvoir apparent n'était qu'une illusion. La vraie autorité, celle qui décidait du sort du cartel et peut-être du pays, appartenait à l'homme que l'on appelait l'architecte. De l'extérieur, beaucoup imaginent que la vie dans un cartel se résume à l'argent facile, aux fêtes sans fin et à la puissance armée. C'est vrai en partie, mais la réalité quotidienne était bien plus complexe, faite de règles strictes, de peurs constantes et d'un équilibre fragile entre la loyauté et la trahison. La première règle, celle qui dominait toutes les autres, était la loi du silence. On ne parlait pas à sa famille, pas à ses amis, parfois même pas à ses propres compagnons. Les ordres circulaient comme des ombres, chacun ne savait que ce qu'il devait savoir. Ce cloisonnement n'était pas un hasard, il empêchait les fuites et transformait chaque membre en prisonnier volontaire. Plus on savait, peu plus on vivait longtemps. Mais moi, parce que j'étais de plus en plus proche des commandants, j'entendais et je voyais ce que d'autres ignoraient. J'assistais aux réunions nocturnes où l'on dessinait sur des cartes les routes de la drogue, où l'on listait les noms des politiciens amis, où l'on décidait de la vie ou de la mort d'un homme d'un simple geste de main. Chaque décision se prenait avec un calme glaçant, comme si l'on parlait de chiffres et non de vies humaines. Le quotidien, pourtant, avait aussi ses excès. Les fêtes dans les haciendas rappelaient un carnaval de luxe musique à plein volume, tables couvertes de bouteilles femmes, séduites par l'argent et la peur. On riait, on criait, on jouait, avec des liasses de billets, comme avec des cartes à jouer. Mais derrière chaque éclat de rire, je voyais l'ombre du danger, car ces fêtes n'étaient pas seulement un divertissement, elles étaient aussi un test. Celui qui buvait trop, qui se montrait trop bavard, qui laissait échapper un mot de travers pouvait disparaître le lendemain. La discipline était maintenue par des exemples brutaux. J'ai vu des hommes exécutés pour avoir détourné quelques milliers de pesos, d'autres torturés pour avoir parlé trop librement. Ces châtiments n'étaient jamais cachés. Au contraire, ils étaient mis en scène afin que chacun comprenne qu'il n'existait aucune échappatoire. La peur était le ciment de notre cohésion. À l'intérieur du cartel, les relations étaient un mélange de fraternité et de méfiance. On partageait le même repas, on risquait la vie ensemble, mais on savait aussi que le moindre faux pas pouvait transformer un frère en ennemi mortel. La loyauté était exigée, mais elle n'était jamais totalement garantie. Chaque sourire pouvait cacher une lame. Je me surpris à dormir de plus en plus souvent avec mon arme sous l'oreiller, incapable de faire confiance même à ceux avec qui je partageais le pain. Pourtant, je ne peux pas nier que je ressentais parfois une forme d'appartenance. Dans ce chaos, j'avais trouvé une famille étrange, une famille construite non sur l'amour, mais sur la peur et le sang partagé.
Nous étions liés par des secrets si lourds qu'aucun de nous ne pouvait les porter seul. C'était cette complicité dans l'horreur qui nous unissait plus sûrement que n'importe quel lien du sang. Mais, au-dessus de tout cela, planait une ombre plus grande encore l'architecte. Même quand il n'était pas présent, son influence se faisait sentir. Chaque règle, chaque sanction, chaque récompense semblait découler de sa logique implacable. Je commençais à comprendre que nous n'étions pas seulement un cartel criminel, mais une machine savamment conçue, huilée par la peur, alimentée par l'argent et dirigée par une intelligence froide. À ce stade, j'étais déjà prisonnier de cette mécanique. Mes mains s'étaient endurcies, mon cœur aussi. Je ne tremblais plus devant la violence. Je la considérais comme un outil exactement comme l'architecte l'avait dit. Mais au fond de moi, une fissure s'agrandissait. Combien de temps pouvais-je vivre ainsi dans un monde où chaque sourire pouvait être un piège, chaque fête un guet-apens, chaque mission une condamnation? Au fil des mois, une vérité dérangeante commença à s'imposer à moi. Nous n'étions pas seulement une organisation criminelle, mais une pièce dans un jeu beaucoup plus vaste, un échiquier où chaque mouvement semblait anticipé par une main invisible. Cette main, je la connaissais désormais, celle de l'architecte. Je compris d'abord par fragments lors de réunions étranges, où l'on parlait moins de cargaison et plus de relations stratégiques. Un gouverneur évoqué comme un partenaire, un sénateur décrit comme un atout, un journaliste mentionné comme un pion utile. J'écoutais en silence, incapable de croire ce que j'entendais. Le cartel qui me semblait déjà tentaculaire n'était en réalité qu'une façade. Derrière lui, l'architecte avait tissé un réseau si complexe qu'il englobait les institutions même censées nous combattre. Je me souviens d'une scène précise. Nous étions réunis dans une maison de sécurité à Zapopan. L'architecte avait étalé sur une table des dossiers des photos des coupures de journaux. Il pointa du doigt l'image d'un gouverneur de Michoacán. « Trop ambitieux », dit-il calmement. « Il veut renégocier. » Mencho proposa de l'éliminer. Mais l'architecte sourit. Son fils est à Guadalajara, excellent étudiant, mais aussi excellent consommateur de notre marchandise. Sur la table, il montra des photos compromettantes. Demain, si le gouverneur ne cède pas les journaux, recevront ces images. Et s'il résiste, nous avons d'autres preuves. La froideur de sa méthode me glaça. Pas besoin de balles quand l'information suffisait à détruire une carrière. Un autre exemple me frappa encore plus. Nos opérations à Nayarit étaient menacées par un commandant fédéral incorruptible. Je pensais que sa mort était inévitable. Mais l'architecte avait une autre stratégie. Il avait découvert que la femme de cet homme souffrait d'un cancer. Plutôt que de le corrompre, il le sauva, traitement payé dans une clinique privée, médicaments expérimentaux, hébergement, offert à la famille. Officiellement, une fondation philanthropique prenait en charge les frais. Le commandant resta honnête, mais il ne fut plus jamais un obstacle. Ses priorités avaient été subtilement déplacées. « Ne jamais acheter un homme honnête », expliqua l'architecte. « Le sauver, c'est le lier à vous pour toujours. » Ces mots résonnent encore en moi. C'est à travers ces épisodes que je pris conscience de l'étendue de son emprise. Il contrôlait des sénateurs qui croyaient voter des lois contre le narcotrafic alors qu'elles nous favorisaient. Il nourrissait des journalistes en information pour détruire nos rivaux tout en renforçant notre image de toute puissance. Plus terrifiant encore, il utilisait même certains agents de la DEA persuadés de mener des enquêtes sérieuses alors qu'ils nettoyaient en réalité le terrain pour nos cargaisons. Je compris alors que Mencho n'était qu'une façade, une figure publique utile pour détourner l'attention. Le véritable patron, celui dont personne n'osait prononcer le nom, n'apparaissait jamais sur les affiches ni dans les communiqués officiels. L'architecte invisible tirait les ficelles. Un soir, j'assistais à une démonstration qui acheva de me convaincre. La DEA préparait une opération conjointe avec le gouvernement mexicain pour bloquer une de nos routes principales. Le cartel était en panique, mais l'architecte impassible sortit son téléphone et passa un appel en anglais.
Il demanda des nouvelles de la famille et de son interlocuteur, rit doucement, puis raccrocha. En moins de 5 minutes, il avait obtenu les dates, les noms des agents, le plan détaillé de l'opération. « Voilà », dit-il en rangeant son téléphone. « Ils nous ont encore débarrassés d'un concurrent. » Ce soir-là, j'ai compris qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Comment fuir une organisation qui avait des yeux jusque dans la DEA, qui pouvait transformer ses ennemis en alliés sans qu'ils le sachent? Nous n'étions pas un cartel. Nous étions un empire invisible, une machine dont chaque rouage servait une logique glaciale, celle du contrôle par l'information. Et moi, simple soldat, je n'étais qu'une pièce parmi d'autres. Mais j'avais vu l'envers du décor. J'avais compris que ce que l'on croyait être le sommet du pouvoir Mencho, les armes, la violence, n'étaient en réalité qu'une distraction. La véritable autorité appartenait à un fantôme que personne ne cherchait parce que personne ne savait qu'il existait. Tout empire, aussi solide qu'il paraisse, finit par montrer ses fissures. Pour moi, la chute n'a pas été soudaine, mais une descente progressive, un effritement lent de mes certitudes et de ma loyauté. J'avais vu l'architecte manipuler gouverneurs journalistes et agents fédéraux. J'avais assisté à ses démonstrations d'intelligence froide, à sa manière d'économiser la violence pour mieux la brandir au moment opportun. Mais la pandémie de 2020 bouleversa l'équilibre. Les frontières se fermèrent, les flux se brisèrent, et pour la première fois, l'architecte sembla perdre son assurance. Lors d'une réunion tendue dans un entrepôt de Tlakpak, Mencho osa remettre en cause sa stratégie. Les chiffres montraient une baisse inquiétante, les Sinaloa profitaient de nos faiblesses. Le silence fut glacial. J'ai vu la mâchoire de l'architecte se crisper, ses mains se raidir. Puis il répliqua d'une voix glacée, « Tu es en train de remettre en question ma vision. » Le temps s'arrêta. Tous comprirent que Mencho jouait avec le feu. Finalement, l'architecte se détourna vers la fenêtre puis déclara, « Peut-être est-il temps de rappeler pourquoi on me craint. » Les semaines suivantes furent un déferlement de terreur. 3 fonctionnaires qui tardaient à payer leurs dettes furent retrouvés morts dans des mises en scène macabres. Un journaliste trop curieux disparut sans laisser de traces. 2 commandants accusés de douter des ordres furent découverts torturés dans une maison de Michoacán. L'architecte venait de prouver qu'il savait encore manier la peur comme une arme absolue. Mais à mes yeux, quelque chose avait changé derrière sa façade de stratège froid. J'avais entrevu une faille. C'est à cette époque que je commençais à nourrir un projet fou fuir. J'avais mis de côté de l'argent, préparé des faux papiers, étudié une route vers la frontière. Chaque nuit, je répétais ce plan dans ma tête comme une prière. Mais ce que j'ignorais, c'est que l'architecte savait déjà. Il savait tout. En octobre 2021, on m'assigna à ce qui semblait être une mission banale, escorter un convoi jusqu'à Nuevo Laredo. 3 camionnettes blindées, un semi-remorque, 8 sicarios dont moi. Rien d'inhabituel. Mais rapidement, le chauffeur du camion changea de route sans prévenir. Aux questions, il répondit « Nouvel ordre ». Quand nous nous arrêtâmes dans une station abandonnée, je compris. L'architecte nous attendait, silhouette calme, mains croisées derrière le dos. Mon propre compagnon pointa son arme sur moi. Le semi-remorque s'ouvrit. À l'intérieur, 5 agents fédéraux ligotés, visages tuméfiés, vêtements en lambeaux. L'architecte me tendit un pistolet. « C'est ton examen final. » Je tentais de protester. « Je ne suis pas un tortionnaire, » balbutiai-je. Sa voix tomba comme une sentence. « Tu es ce dont j'ai besoin. » Pendant 6 heures, je fus transformé en monstre. Je ne décrirai pas les détails. Mais ce que je peux dire, c'est que cette nuit-là, je suis mort à l'intérieur. Quand tout fut terminé, l'architecte me remit une mallette pleine d'argent. « Ta liquidation, » dit-il. « Et ton silence. Tu es libre. Mais sache-le, ce sang ne s'efface pas. Tu es lié à nous à jamais. » Il avait raison. J'étais libre en apparence, prisonnier en réalité. Je partis.
Pendant 3 ans, je vécus comme un fantôme dans un village près de la frontière guatémaltèque. Nouveau nom, nouvelle vie, mais toujours les mêmes cauchemars. Des appels sporadiques me rappelaient que je n'étais jamais totalement sorti, une voix qui me donnait des nouvelles de ma sœur, une autre qui mentionnait la boutique de ma mère. Des rappels subtils que mon existence restait sous surveillance. Puis, en octobre 2021, tout changea. Mencho mourut d'un infarctus seul dans une maison de Colima. Pas de fusillade, pas de trahison spectaculaire. Juste la mort banale qui emporta celui que tout le Mexique craignait. Et avec sa disparition, le mécanisme parfait de l'architecte se grippa. Les appels cessèrent. Pour la première fois en années, je pus dormir sans sursauter. Mais cette accalmie n'était pas une délivrance. Elle marquait seulement le début de ma véritable chute, celle où je compris que même la liberté ne pouvait effacer ce que j'avais fait, ni les fantômes que je portais à jamais en moi. Si je parle aujourd'hui, ce n'est pas pour chercher la rédemption. Je sais qu'il n'existe pas de pardon pour ce que j'ai fait. Trop de sang a coulé de mes mains, trop de regards me hantent encore la nuit. Si j'ai choisi de briser le silence, c'est parce que je ne voulais plus mourir, étouffé par ce mensonge. Parce qu'il y a une vérité que personne ne veut entendre, les chefs visibles ne sont que des marionnettes. Les véritables patrons, eux, demeurent dans l'ombre. Pendant 5 ans, j'ai servi le CGNG. Pendant 5 ans, j'ai cru que ma loyauté allait à Mencho, que son nom incarnait l'autorité suprême. Mais j'ai découvert que lui aussi n'était qu'un visage offert à la peur collective. Derrière lui, il y avait l'architecte, un homme dont le nom réel n'apparaît dans aucun dossier, dont le visage n'existe sur aucune photo publique. Il ne dirige pas avec les armes, mais avec l'information. Et l'information, je l'ai compris trop tard, est l'arme la plus absolue qui soit. J'ai vu des gouverneurs se plier non à la menace d'une balle, mais à la peur d'un scandale que l'architecte pouvait déclencher en un claquement de doigts. J'ai vu des policiers honnêtes transformés en alliés involontaires simplement parce qu'ils avaient sauvé la vie de leurs proches. J'ai vu des journalistes persuadés de combattre le crime publié, sans le savoir, les récits qu'ils leur dictaient pour éliminer nos rivaux. Même la DEA, symbole de la lutte internationale, a servi d'outil dans ses mains expertes. Et moi, je n'étais qu'un pion entraîné à protéger un empire dont je n'ai jamais saisi toute l'ampleur. Aujourd'hui, je vis comme un homme traqué. Même si les appels se sont tus depuis la mort de Mencho, même si je goûte pour la première fois à une illusion de liberté, je sais que l'architecte existe encore. Peut-être dirige-t-il toujours, peut-être prépare-t-il déjà un nouvel héritier, un autre visage destiné à être craint par le peuple et les médias. Tant que lui restera dans l'ombre, rien ne changera. Alors pourquoi parler? Parce que je ne pouvais plus garder cette vérité enfermée. Parce que les hommes comme lui prospèrent dans le silence et l'ignorance. En racontant ce que j'ai vu, je brise un peu de ce silence. Peut-être que cela ne changera rien, peut-être que demain je serai retrouvé mort, effacé comme tant d'autres. Mais au moins, mes mots auront existé. Je ne cherche pas à me faire passer pour une victime. J'ai choisi mes actes, j'ai accepté mes missions, j'ai versé le sang. Je porte mes crimes comme des cicatrices invisibles et rien ne les effacera. Mais ce que je veux que l'on comprenne, c'est que le cartel n'est pas seulement une organisation criminelle. C'est une démonstration terrifiante de ce que peut devenir l'intelligence humaine quand elle se libère de toute morale. Ce n'est pas la brutalité qui construit un empire, mais la froide logique, la manipulation patiente, la capacité à contrôler les besoins des autres. L'architecte m'a dit un jour, « Tu n'as pas besoin que les gens te craignent s'ils ne peuvent plus vivre sans toi. » Aïe. Ces mots résonnent encore comme une malédiction. Ils expliquent pourquoi la guerre contre le narcotrafic ne finira jamais. On combat les ombres visibles, les capots au visage connu, mais on ignore celui qui projette ces ombres. Si je devais résumer ma vie en une phrase, ce serait celle-ci: j'ai servi un fantôme. Et ce fantôme m'habite encore.
Peu importe où je me cache, peu importe combien de temps il me reste, je sais que je ne serai jamais totalement libre. Peut-être est-ce là ma punition, survivre assez longtemps pour témoigner, mais jamais assez pour me libérer. Je laisse ce récit comme une trace. Si demain je ne me réveille pas, au moins ces mots resteront, et que ceux qui les liront comprennent une chose, les véritables chefs ne portent pas de chaînes en or, ni de surnoms criés dans les rues. Les véritables chefs n'apparaissent jamais sur les affiches de recherche. Les véritables chefs sont invisibles. Et c'est précisément ce qui les rend les plus dangereux.